Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va se retrouver pour un petit tour et on va aller à Toulon pour rencontrer deux personnes et non pas une. Alors je vais couper la vidéo en deux pour que vous ayez l'interview de la première personne cette semaine et la semaine prochaine l'interview de la deuxième personne. Ces deux personnes sont très importantes pour le judo sur la Côte d'Azur puisqu'il s'agit de monsieur Lionel Gigli qui est président de la Ligue PACA de judo et monsieur Hervé Tarpéa qui est président du comité du Var de judo. Donc ce sont deux témoins importants de l'histoire du judo sur la Côte d'Azur et ça va être très intéressant de pouvoir les rencontrer et de pouvoir discuter avec eux de leur rôle, de l'organisation du judo sur la Côte d'Azur et dans la région PACA en général. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous laisser avec les interviews. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Tu iras faire un petit tour. D'abord, pour commencer, il faudrait que vous vous présentiez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance. Monsieur Gigli Lionel, je suis né le 29 juin 1966 à Toulon. Pour les statistiques, j'aurais besoin du métier de vos parents. Ma mère est secrétaire comptable et le dernier métier de mon père, c'est restaurateur. Comment vous avez entendu parler de judo, peut-être avant même de pratiquer? Est-ce que c'était quand vous étiez enfant? C'est simple, j'ai commencé sur ordre médical. En 1973, j'étais un garçon agité. Et donc, à l'époque, le docteur familial a conseillé à mes parents de me faire du judo parce qu'il y avait du foot, du rugby ou du judo sur le secteur. Donc, il a préconisé que je fasse du judo. J'ai commencé le judo tout simplement parce que j'étais un petit peu trop agité à l'école. Vous aviez 7 ans à peu près, c'est ça? J'avais 7 ans, ouais. Et donc, sur ordre du docteur, qui avait une... Sur ordre. Sur avis médical. D'accord. Donc voilà, donc on a essayé la voie la plus douce, la voie sportive, et le judo était la voie de l'éducation, donc propice à pouvoir potentiellement me canaliser. D'accord. Du coup, vous êtes allé directement dans un club, je suppose? Mais il n'y avait qu'un seul club, c'était le Judo Club Gardéen. Le professeur président à l'époque, c'était monsieur Henri Sardin. Et mon premier professeur, c'est Jean-Claude Pietro Semoli. Vous savez qui était leur propre professeur? Alors, le prof de Sardin, c'était monsieur de mémoire, c'était monsieur Houdard. Enfin, il faisait souvent référence à monsieur Houdard, donc je suppose que monsieur Houdard était son professeur, mais je ne sais pas exactement. D'accord. Et monsieur Semoli, même chose? Je sais pas, je pense que je sais pas. Est-ce qu'il y avait déjà des gradés ou des assistants quand vous êtes arrivé dans le club? Ah non, non, à l'époque, le prof était ceinture noire premier dan. Mais il n'était pas prof, hein. Il n'avait pas de diplôme, rien, hein. C'était du bénévolat pur jus. Quoi. Il enseignait au Judo Club Gardéen, c'est ça? Ouais, Judo Club Gardéen. Qui était un club important, il y avait du monde? C'était le plus gros club de la région même. Puisqu'à l'époque, il y avait 360 licenciés à peu près. Oui, c'est beaucoup. C'était à l'époque un des plus gros clubs, sinon le plus gros, du département, c'est sûr, de la région Côte d'Azur. Parce qu'à l'époque, c'était pas PACA, c'était Côte d'Azur. Vous y êtes resté longtemps dans ce club? Jusqu'en 1988. Donc vous avez passé vos grades, etc. dans ce club? J'ai passé mes premiers, deuxième dan, mon diplôme de... Parce que je suis brevet d'état de judo. J'ai passé en 1987, que j'ai eu en 1987 à Strasbourg. Alors, comment ça s'est passé ces premières années de judo? Est-ce que les entraînements étaient différents de ce qu'on fait maintenant? Complètement. Alors, en quoi? En tout. En tout. Tout était différent, la manière de s'échauffer, la prise en charge, l'enseignement tel qu'il est distribué aujourd'hui n'était pas le même du tout. Okay. La pédagogie a pris place vraiment. On est moins japonisant que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, c'était vraiment japonais quoi. Voilà, donc là maintenant les méthodes elles ont évolué, les connaissances ont évolué, c'est beaucoup plus adapté, c'est beaucoup plus ludique.
On enseigne maintenant, vous pensez, un judo qui est beaucoup plus fait pour les enfants et à l'époque peut-être plus fait pour les adultes? Non, c'est la société qui a évolué, c'est tout. Tout simplement, c'est la société qui a évolué. Donc elle a évolué vers quelque chose où aujourd'hui, il faut être un peu plus ludique, vu le nombre d'activités. À l'époque, c'était un peu plus simple. Il y avait 3-4 activités dans une petite ville, parce que la Garde, c'était à l'époque une petite ville, mais pas plus. Donc il n'y avait pas besoin de faire du charme, entre guillemets. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une petite ville, il y a 30, 40 ou 50 associations, donc le challenge, il n'est pas le même. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants à l'époque de vos débuts, des clubs dont vous aviez déjà connaissance? Alors, moi j'ai commencé à faire un peu de compète dans les années 77-78. Mon premier souvenir, ma première compète, c'était au Golf Hotel de Hyères, et il y avait un monsieur qui s'appelait Serge Bernard, et il était professeur à l'OSH. C'était une référence. OSH, c'était... à l'époque, c'était référent. Un peu plus tard, j'ai connu Monsieur Seren, Bruno, qui était aussi sur un niveau d'excellence, un niveau résultat assez en haut du palier, on va dire. Ça, c'est mes débuts, c'est plutôt ça. Hein, en local, voilà, c'était les élèves de Monsieur Seren, il y avait les élèves de Monsieur Serge Bernard. Il y avait des événements qui réunissaient les jeunes de plusieurs clubs, outre que les compétitions. Il y avait des stages organisés par M. Claude Laurent. D'accord. Mon premier stage, je l'ai fait pareil, hein, 78, 79, au Crêpes de Boulouris. Et là, il y avait effectivement tous les Varois, tous les gens des Alpes-Maritimes. Là, on commence un petit peu à se croiser les uns les autres. Voilà. Puis là, on a fait connaissance d'un tas de gens. Hein. Eric Bionomo, par exemple, qui est aujourd'hui à la Fédé. Bernard Marquisini, qui est sur Brignoles. Le Moine, etc., etc. Des garçons qui ont brillé. Gilles Musquin, tous ces gens de ma génération. Hein. D'accord, donc il y avait déjà un judo dynamique dans le Var au moment où vous avez débuté. Il y a déjà... Oui, à l'époque, on appelait ça un CTD, un conseiller technique départemental, M. Claude Laurent. Qui était pour moi, comme pour tout le monde, hein, une référence, et qui savait très bien mener les choses. Il nous a donné le goût, par exemple, il m'a amené dans sa façon d'être pendant les stages de regroupement. On avait une partie technique, une partie compète, etc., etc. Puis le soir, pour nous occuper, on faisait de l'arbitrage sur les tenues de table et compagnie. Je suis venu arriver plus tard à l'arbitrage, parce que justement, j'avais ce souvenir-là. Donc on peut dire que moi, ma carrière, entre guillemets, d'arbitre, le début, c'était avec M. Claude Laurent. En plus de ces stages, est-ce qu'il y avait des petits stages d'été, des événements exceptionnels? Alors, moi, j'étais dans un club qui était assez fermé. On n'avait pas accès à tout ça, nous, en fait. D'accord. Le professeur n'était pas friand de partage? Il était pas ouvert. Est-ce que vous pratiquiez d'autres sports quand vous étiez enfant ou adolescent? Oui, j'ai toujours pratiqué un sport à côté, en parallèle. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du hand, du volley, du basket, j'ai fait un peu de tout en fait. Mais j'ai toujours fait en parallèle. D'accord. Et le judo est toujours resté mon sport favori, quoi. Simplement. Aucun sport n'a pu m'apporter ce que m'a apporté le judo en termes de sensations, de plaisir, de goût de l'effort, etc., etc. Puis c'était moi, et j'étais tout seul. C'était pas grâce à Pierre-Paul Jacques, si tu perds parce que t'es mauvais ou t'es pas bon ou il y a meilleur que toi, peu importe. Tout dépend comment on voit les choses. Hein. Et tu gagnes parce que c'est toi. C'est ni cause, ni à cause, ni grâce. Et du coup, le judo s'étant énormément développé depuis les années 70, est-ce que vous avez vu aussi, en tant que pratiquant d'abord, un développement du judo féminin? Est-ce qu'il y avait des filles dans les clubs au début? Il y avait quelques filles dans le club. Alors, quand on dit quelques, en termes de proportion... Proportion, c'était pas... à la Garde, je trouve qu'à la Garde, il y avait quand même pas mal de filles. Mais par exemple, sur une trentaine, il y avait peut-être 5-6 filles. Quoi. Même question pour la compétition. Est-ce qu'on voyait beaucoup de compétitions féminines à l'époque ou presque pas? Il y en avait, mais j'ai pas un grand souvenir. En tous les cas, depuis, ça s'est énormément développé, d'après ce que j'ai vu. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Maintenant, les filles, elles sont vraiment prises en compte. Si on parle de prise en compte, moi, en 78, ouais, il y avait des filles. Aujourd'hui, les filles, on leur part du marché, entre guillemets. Quoi. Est-ce que vos débuts ont été influencés par des judokas issus des cercles militaires ou policiers? Je sais que dans la région de Toulon, il y avait pas mal de judokas qui venaient de là. Non, par contre, mon premier prof, c'était un militaire.
Ah, d'accord. Jean-Claude Pietrossimoni, il est parti au service militaire, il est devenu militaire par la suite. D'accord. Et il enseignait déjà avant d'être militaire? Il enseignait, il donnait un coup de main au club, donc il avait un cours, il avait 1 ou 2 cours, ou 3 cours, j'en sais rien. Mais lui, il est parti en 1974, un an après avoir commencé, au service militaire, et il est resté militaire par la suite pendant, il a fait sa carrière. D'accord. Voilà. Et M. Sardin, c'était un maton. Alors, sur les grades, est-ce que vous vous rappelez en quelle année vous avez eu la ceinture noire? Ah oui, le jour de mes 16 ans, 29 juin 1982. En fait, je l'ai eu à 15 ans, 7 mois. Mais c'était homologué le jour de mon anniversaire parce que à l'époque c'était 16 ans, maintenant c'est 15 ans, à l'époque c'était 16 ans. D'accord. Comment ça se passait pour obtenir la ceinture noire? Il y avait donc un examen pour les katas. Il y avait les katas, les katas, Nagano, les 3 premières séries, et les fameux 100 points. Comment ça se comptabilisait les points à l'époque? Quand on faisait Ippon, ça marquait Ippon, c'est 10 points. 10 points. Wazari, 7 points. Et on descend pas en dessous. Pour avoir l'UV, entre guillemets, comme au combat, c'était 44 points minimum. C'est-à-dire 3 victoires de Ippon et 2 victoires par Wazari. Sur ces premières années de judo, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant pour vous, à part ces stages, ces premiers stages? Thierry Ray. Thierry Ray, vous l'avez rencontré? Sur le tard. C'est sa victoire qui vous a marqué? Oui. Alors, ma première image de judo, c'est Jean-Luc Rouget, Vienne, 1975, où je me souviens d'un Flash TV où ils annonçaient le premier judoka français champion du monde. Ça, c'était la première altercation, enfin, premier flash, on va dire, télévisuel. Thierry Ray, parce que moi, j'étais dans les petites catégories, et qu'à l'époque, en plus, c'était le plus fort, hein, donc je le connaissais pas, j'avais vu quelques images de lui, mais je voulais être comme lui. Ouais, c'était un modèle. C'était le modèle. En fait, Thierry Ray, c'était un modèle. J'ai eu la chance de vraiment commencer à le côtoyer. C'était à Monaco, dans les années 90, 95. Vous avez parlé un petit peu de votre parcours en compétition. Du coup, je crois comprendre que vous avez continué la compétition assez longtemps. Non, pas du tout. Alors, non, j'ai arrêté assez rapidement. Parce que j'ai dans des catégories assez légères. Et à l'époque, il y avait des monstres en NKT, puisque le podium de l'interrégion, c'était le podium national. Et que je perdais à chaque fois. Koka, Yuko, Shido, Shui, ce qu'ils veulent. Mais j'ai arrêté en 91, 90, 91, 24, 25 ans. Les mecs qui faisaient champion de France, ils étaient sur le podium. Moi, j'étais comme un gland à pas passer, grosso modo. Donc, bon, à un moment donné, vous étiez en sport-études? Hein? Vous étiez en sport-études? Non, j'ai fait une grosse bêtise à 14 ans. J'ai fait une grosse bêtise. À 14 ans, j'ai postulé pour le sport-études. Et j'ai pas compris qu'en fait, on m'avait recalé parce qu'à l'école, j'étais un élément perturbateur. Et donc, en fait, le lycée du Parc Impérial, mon dossier scolaire n'est pas passé. On fait les championnats régionaux UNSS dans le FIAF même du sport-études. Et du premier tour jusqu'en finale, je prends que les sports-études et je les gagne. En finale, je tombe contre le frère de Frédéric Chavet. J'ai perdu en 10 secondes. Mais juste après ça, monsieur Alary, il est venu me voir et me dit écoute, si tu fais telle demande, je ferai le nécessaire, je vais faire le forcing pour que ça puisse passer. Sauf qu'à 14 ans, on n'a pas compris la chose et puis un orgueil mal placé. Et j'ai dit écoutez, ça m'intéresse plus, etc., etc. Donc bon, tant pis, j'étais pas le seul. Lui, il voulait m'aider parce qu'il trouvait que je valais le coup, certainement. C'est pas grave, il a souri, il est parti, bon, voilà. Donc je suis pas rentré en sport-études parce que par ma faute, pas par sa faute à lui, ni du système. C'est que j'avais pas compris. Et ça, je l'ai analysé bien plus tard. Alors, on va parler un petit peu de votre enseignement. Je crois que vous enseignez depuis quelques années, c'est ça? J'ai commencé à enseigner en 85-86. Ok, donc au sein de quel club? Alors j'ai commencé à enseigner au Jeu Club Gardien. Pendant 2 ans à peu près, avant que je rentre en... 84, j'ai dû commencer, parce que c'était 2 ans avant mon BE, avant de passer en BE, parce que je suis rentré au BE en octobre 86. Comment vous en êtes arrivé à accepter un poste d'enseignant? C'était normal. C'était quelque chose que je devais faire. Parce que tous les judokas, même certains compétiteurs, ne viennent pas forcément... je ne voyais que par le judo. Je n'aimais que le judo. Je n'aimais rien d'autre. En 86, je suis rentré à Strasbourg. Là, j'ai passé mon brevet d'État en interne. En même temps, c'était la structure CREFOP. Oui. Donc, c'est sur le CREFOP, donc j'étais au CREFOP. Après, j'ai enchaîné juste après le sport armé à Strasbourg. 87-08, c'était ma date d'entrée. Et quand je suis revenu, j'aurais dû reprendre les cours à la garde
incompréhension parce que j'ai connu le monde extérieur, donc j'étais plus en phase avec M. Sardin. Et donc je suis parti me licencier avec ceux que j'identifie comme mes profs, M. Morin-Serge et François Tordelli. Et vous m'avez parlé très brièvement du sport armé. Oui, j'avais décidé de partir de la région parce qu'il me fallait un grand bol d'air. Et donc comme j'ai été très bien accueilli, je me suis vraiment plu à Strasbourg. J'ai demandé à intégrer le sport armé de Strasbourg, tout simplement. Donc j'ai pas cherché à savoir si je pouvais aller à Marseille ou pas. J'aurais pas eu accès de toute façon au bâton de Joinville. Je n'avais pas les résultats sportifs pour les avoir. J'avais juste les résultats sportifs pour rentrer en sport armé comme d'être la viande, hein, c'est un peu la viande. Non, mais c'est intéressant quand même. En sport armé, qui y avait à Strasbourg qui dirigeait le judo au sport armé? Alors, c'est Eric Deschamps qui était l'entraîneur du CREFOP avec Laurent Fleury. Il est arrivé entraîneur la même année que moi je suis arrivé en fait à 86. Et en fait, l'autre carrière, à partir de 86, merci Eric. D'accord. C'est lui qui vous a donné l'élan pour continuer, pour reprendre sur le bon pied? Il m'a donné l'envie, ouais. Il m'a expliqué beaucoup de choses. On s'est engueulé plusieurs fois parce que je suis un peu testard des fois. Mais il a su me mettre dans le droit chemin comme il fallait, avec les mots qu'il fallait. Pour en revenir à l'enseignement, vous avez donc commencé au Judo Club Gardéen et ensuite vous avez poursuivi... Ensuite, quand j'ai passé mon BE, donc à Strasbourg, j'ai fait une école au Pont de Quel à Strasbourg. Voilà, donc et quand je suis revenu, 88-89, j'ai pas enseigné, j'ai commencé à enseigner en 89 à l'Amicale laïque de Carqueiranne. Pour faire rapide, hein, pour moi les étapes primordiales dans mon cursus. J'étais un petit peu itinérant pendant 2-3 ans, où je donnais des cours par-ci par-là, ça a duré 2 ans à peu près. Et en fait, en 90, je suis parti dans le Haut-Var, tout en habitant ici. Et je donnais des cours à Barjol. Barjol, pour moi, c'est un laboratoire d'expérience au niveau pédagogique. C'est là où j'ai mis ma méthode d'entraînement en place, en fait. J'ai fait le judo comme je le ressentais, comme je pensais. Barjol, j'y suis resté 4 ans. Donc jusqu'en 94 à peu près? 94-95 à peu près. J'ai eu l'opportunité de revenir sur Toulon parce que, bon, 80 km par jour, 160 km avec 80 km aller, 80 km par retour, je faisais ça tous les jours. Moi, je bossais à l'époque, je bossais à l'Arsenal déjà à cette époque-là. Donc c'était vite, je finissais à 4h, vite, je prenais la voiture, à 5h30, j'avais des cours. Je redescendais, il était 21h, je rentrais à la maison à 22h. J'ai fait ça pendant 3 ans. Quoi. Donc à un moment donné, la fatigue vous dépasse. Et j'ai eu l'opportunité d'arriver sur le 2 jours des 3 quartiers. Ah, ça alors. Le 2 jours des 3 quartiers. Et à l'époque, c'était M. Van Laer Robert, qui était en train de prendre sa retraite, tout simplement. Donc j'ai repris les cours derrière lui. Et j'ai changé les méthodes. Hein. J'ai eu mes premiers résultats significatifs sportifs. En tant qu'entraîneur, donc? En tant qu'enseignant, pas entraîneur. Enseignant. J'ai bien compris. C'est 2 choses différentes. Vous verrez pourquoi je vous dis ça par la suite. J'ai eu la chance... d'avoir un jeune qui a été le début, le déclic. C'est M. Maxime Séban, qui était champion de France cadet, 3e au junior, 7e au championnat de France première division. Il a été champion de France cadet en 1999, février 1999, avec qui je suis toujours en relation. Je le vois toujours, je l'ai vu encore cet été, il habite Paris, il est monté à l'INSEP, enfin il a fait sa carrière, c'est un bon judoka. Et à partir de là, dans l'univers, je dirais, varois, il y avait la MPG sur Argence qui fonctionnait très bien avec Laurent Mahé. Et en fait, Laurent m'a fait comprendre que le judo, c'était pas que les Parisiens. Et en fait, qu'on pouvait très bien réussir en mettant des méthodes en place. Donc c'est aussi un des moteurs qui m'a fait dire que si lui, il y arrivait, pourquoi lui, Laurent, il y arriverait, et pourquoi moi, j'y arriverais pas. Donc ça a été un challenge. Il y avait une véritable vision d'un judo parisien qui écrase les provinces à cette époque-là? Je pensais que nous, on était des profs de province et qu'on était des New York, entre guillemets. Hein, et que tout judo, vraiment, les plus forts étaient parisiens. Et je me disais, de toute façon, les entraîneurs de parisiens sont meilleurs que nous, etc. etc. Donc, mais un garçon comme Laurent Mahé, qui est plus de ma génération, m'a fait comprendre que non, il avait des résultats à tirer à l'arigot, etc., etc. Donc pourquoi lui il y arriverait, moi j'y arriverais pas.
Hein, autant Bruno Serein, par exemple, était plus âgé que moi, donc c'était une génération différente. Autant Laurent, il est un petit peu vieux que moi, mais guère plus, quoi. Donc pourquoi lui, il arriverait, moi je n'arrive pas. Donc ça a été un petit peu aussi un moteur, hein. J'ai eu l'occasion de lui dire. Et il fait partie de mon parcours. Si je comprends bien, jusqu'en 2000, vous étiez actif au dojo des Trois Quartiers. Ouais, après j'ai eu la chance de retourner dans mon club d'origine, où je devais garder avec monsieur Daniel Pérez. En Et là, quelle année, c'était du aussi coup un challenge pour moi de revenir dans mon club et de faire ce que je n'avais pas pu faire 15 ans auparavant, une quinzaine d'années auparavant en fait. En quelle année vous êtes retourné au JC Gardien? 1er septembre 99, j'y suis resté jusqu'en 2003. Dans ces années-là, le judo varois, il s'est beaucoup développé, il y a eu des modifications, il y a eu des transformations. Et moi je me souviens que Bruno était toujours dans le coup sur les résultats sportifs, Marcel Perrin, toujours présent, hein, parce que je ne l'ai pas cité, mais Marcel est un gros... Il était où? Il fait pas de bruit, mais il fait un boulot monstrueux. Il était dans quel club? À l'époque, c'était le jeu club de Bandol. Et après, les anecdotes, c'est avec Hervé, qui est aujourd'hui président du département du Var. Hein. J'ai connu, j'avais 12 ans, Hervé. Hein. D'accord. Et pareil, c'est quelqu'un qui m'a marqué, parce que c'est un gars qui est très avenant, très convivial et très attachant, quoi. Voilà. J'ai l'impression que le judo varois, il a souvent été tenu par quelques têtes d'affiche qui ont duré très longtemps, Ouais. comme Bruno Serein, Oui. comme quelques-uns comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de profs plus jeunes, 35, 40 ans, il n'y en a pas tellement. Il y a effectivement, pour les pionniers, c'est quand même Claude Julien, c'est quand même Serge Houdard, qui sont un petit peu les pionniers. Hein. Après, il y a quelques profs avec Cazenave, Traika, il y a une petite dizaine de profs qui faisaient vivre le judo varois. Et il y a eu une difficulté de renouvellement de ce... Non, il n'y a pas eu de renouvellement direct, on va dire. Il y a une vingtaine d'années qui séparent les tranches d'âge. Ouais, parce que par exemple, quand j'ai interviewé Bruno Serein, bon, qui commence à être un peu âgé quand même, je lui ai dit, mais vous passez pas la main? Il m'a dit, bah j'aimerais bien, mais j'ai du mal. Après, c'est la conception que peut avoir un prof pour passer la main, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai passé la main sur des clubs. Moi, une fois que j'ai passé la main, je passe la main. Après, tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu fais à ton âme conscience. Hein. Ça n'a pas toujours tourné comme je voulais. Hein. Mais la vie, c'est ça. Hein. C'est pas... Moi, je pars pas du principe que ce soit un club ou les judokas, ils ne m'appartiennent pas. Moi, mes enfants, ça fait... j'aurais pu être leur entraîneur, j'ai jamais souhaité être leur entraîneur, jamais. Bon, c'était mes enfants, c'est un peu différent parce qu'il y a une version différente, mais voilà, j'ai jamais gardé mes athlètes, jamais. Quand c'était bien pour eux de partir, il fallait qu'ils partent, pour leur bien à eux. Moi, je garde le côté affectif, je garde l'affect avec moi, et l'affiliation que j'ai avec tous mes athlètes aujourd'hui, que j'ai eu depuis le début, j'ai réussi à la conserver la majeure partie de tous les contacts. Alors, comment vous en êtes arrivé à devenir président de la Ligue PACA? Alors, le moment où j'ai postulé pour être président, en fait, c'est simple, hein, il y a eu les choix de France par équipe, individuel par équipe en 2017 à Marseille. En fait, en même temps, Marc Colombo, mon prédécesseur, qui était donc président de la Ligue PACA, il était en même temps à cheval sur la Fédé, en fait, Mamoum, donc c'était assez tendu, en fait, c'était assez tendu. Et puis Marc a fait un burn-out, je pense. Je pense qu'il a fait un burn-out et 3 jours après la fin du championnat, démissionne. Je découvre qu'en fait il a posé sa démission. Et là j'ai quelques heures pour me positionner. En fait, vous étiez déjà membre du bureau ou... Moi je suis rentré à la Ligue PACA de judo en 2012. En 2012 j'ai été enseignant, entraîneur jusqu'en 2012. J'étais entraîneur national en e-sport. J'ai fait les Jeux de Pékin, les Jeux à Pékin, j'ai eu judoka qui a fait médaille de bronze, pardon. En e-sport donc? Oui. Ok. Je suis Olivier Cugnon de Séricourt. J'ai intégré l'équipe en fait d'entraîneur national en e-sport. J'ai tenu mon poste jusqu'en 2015 exactement. J'ai plus envie d'enseigner. Puis ma position personnelle, j'ai fait un choix entre mes enfants et l'entraînement. J'ai pris mes enfants. Soit je m'occupais du club, soit je m'occupais des enfants. Donc le choix il a été vite fait. C'était mes enfants en premier. Et puis en 2017, quand il démissionne, soit vous montez dans le train et vous pouvez être adopté comme tel, c'est-à-dire comme président de la Ligue, soit vous rendez passer le train et vous savez que là, une fois qu'il est passé le train, il ne va pas repasser 5 minutes après. Donc c'est un choix. Donc en fait, il y avait à l'époque de mémoire, il y avait 2-3 noms qui circulaient, dont le mien. Il a été adopté par tout le monde. Et depuis, voilà. Après,
Pour l'instant, ils ont décidé de me garder, donc je reste. Voilà, on va le dire comme ça. J'ai pas, vous savez, après, le poste, il m'appartient pas. Hein. Voilà, moi, si je m'éclate dans ce que je fais, j'adore ce que je fais, je suis toujours dans la même dynamique. Je pars du principe que quand on veut faire évoluer les choses, on les fait évoluer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ça a été ma philosophie. Hein. Je suis rentré comme bénévole, etc. C'est la Ligue, c'était pour faire bouger les choses. Et ben maintenant, je peux participer à certains trucs qui font que effectivement, il peut y avoir une incidence sur les choses. Voilà. Alors justement, expliquez pour les gens en quoi ça consiste le rôle de président de ligue. C'est quoi vos missions, vos occupations? J'imaginais pas ce que c'était. Ah ouais? Ouais, franchement, le domaine il est vaste. Vous organisez tout le judo? Ça part de tous les problèmes déjà. Déjà, vous gérez tous les problèmes qui peuvent exister. Entre les profs et les judokas, entre les clubs. Franchement, c'est le panel, il est énorme. Il est énorme. Après, il y a la politique que vous allez mettre en place. Vous avez une politique managériale qui est différente. Hein, c'est la façon de travailler avec les gens. Suivant comment être les gens, vous avez suivant les résultats les résultats ou pas de résultats. Vous avez des préférences. Moi, j'ai une connotation sportive. Donc, du coup, effectivement, je suis très attaché aux sportifs. Mais pas que, parce que le sportif, c'est qu'une partie infime de la ligue. Mais c'est la vitrine, donc il faut faire attention. Aujourd'hui, en parallèle, j'ai aussi un petit peu ma vision sur l'enseignement, parce que j'étais moi-même enseignant, j'étais entraîneur, je suis aussi haut gradé, puisque j'ai pas la chance, je suis allé chercher, c'est pas une chance, je suis allé chercher mon 6e en 2017. Ça a été compliqué, mais bon, super expérience. Beaucoup de gens m'apportent beaucoup de choses, et j'essaie de satisfaire et de répondre à la demande. Le but, c'est qu'on est au service d'eux, du moment que c'est pas farfelu. Voilà. Après, on peut ou on peut pas, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où il y a des âmes volontaires qui ont envie de faire des choses, j'essaie de leur donner les moyens avec un cadre qui est prédéfini, ensemble. Je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire. Je suis plutôt dans le participatif. Et effectivement, je ne pense pas avoir la science infuse, et je ne l'ai pas. En fait, toutes les idées sont bonnes à prendre et à développer. Je ne gère rien tout seul. Et je ne prends aucune décision tout seul. J'ai des volontés, je discute de mes volontés. Bon, des fois, je me bats, hein. Je me bats, il n'y a pas de souci. Et quand on me fait comprendre en face que ce que je dis, c'est peut-être pas... J'ai eu la chance, quand je suis arrivé, d'avoir un garçon comme Laurent Del Colombo, comme Terre, qui a une connaissance accrue du judo, qui est bien supérieure à la mienne, qui est un guide fantastique. Après, un garçon comme Jean-Michel Télin, qui est mon trésorier, qui est moins branché, on va dire, sur le côté compète et compagnie, donc ça me permet de réguler. Moi, j'ai trouvé mon équilibre. Aujourd'hui, dans le fonctionnement, on est plusieurs à décider. C'est une communauté qui décide et non pas un seul. Donc, ça fait ce qu'il en ressort. On arrive à développer. Bon, aujourd'hui, les centres de développement sont peut-être pas ce qu'on pense. On développe le sportif, mais pas que. Le sportif, il se développe, mais il est déjà pas bien développé, donc il y a des choses qui s'améliorent. Mais il y a des secteurs sur des pans complets qu'il faut qu'on essaie de mettre au travers d'interventions. Là, j'ai Adjira Metran qui me fait le projet associatif, c'est un truc de ouf. Avec Fabien Profetti, ils me font un travail de dingue. Mais parce qu'ils ont les mains libres de leur action, si tant est qu'on en discute en amont, ouais. et qu'on puisse faire. Oui, donc il faut que ce soit des décisions collégiales. Collégiales, je sais pas, mais collectives, oui. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres arts martiaux à part le judo? Karaté, jiu-jitsu? Alors j'ai tenté pendant quelques semaines. Ouais. Le kickboxing. Kickboxing, ouais. Kickboxing, ouais. Ça m'a gonflé. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est très différent du judo, du coup. Ah ouais, mais j'avais un pote, en fait, qui était prof de kickboxing. Il me dit, viens, j'ai fait quelques semaines, en fait. Après, ça m'a saoulé, je peux pas. Ok. Et d'autres choses, jiu-jitsu brésilien Alors, jiu-jitsu, j'en ai fait au début de ma carrière avec Fernand Capizzi. Ah oui, ça alors. Avec Fernand Capizzi, j'avais fait quelques stages avec lui, mais ça m'a pas accroché, quoi. C'était bien, mais ça m'a pas accroché. Il était vers Moinsartou ou Grasse ou quelque ça, part là. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y avait eu des galas ou des démonstrations? Maintenant, ça se fait moins, j'ai l'impression, les démonstrations. Le gala phare du Var, c'est le gala des Îles d'Or. Ouais. Monsieur Abran qui faisait c'est lui qui a instauré ça, et Michel maintenant qui prend la suite. C'est le seul gala pour moi de référence. Et est-ce qu'il y avait des animations, des choses? Maintenant, à la fête du sport, en général c'est en septembre, il y a la fête des sports dans un peu toutes les villes. Les gens essayent, quand ils ont des clubs de judo dans une ville, de faire un petit stand avec des... Ça se faisait déjà? Mais normalement, les clubs, c'est le rôle des clubs, ça. Oui, tout à fait. C'est le rôle des clubs, et normalement, les clubs font leur propre publicité. Nous, on a une campagne publicitaire depuis le Covid, en fait. Le Covid nous a obligés de faire
une grosse campagne publicitaire pour qu'on puisse aider les clubs à garder leurs licenciés. Et en fait, on ne connaît pas le résultat. On ne sait pas s'il y a eu un impact ou pas, on n'en sait rien. Voilà, ça, c'est une volonté parce qu'on pense que c'est positif. Et j'ai cru comprendre que la saison 2022-2023 avait commencé d'une très bonne manière. Oui, puisqu'on était le 13 septembre. Ouais. Et on était à plus de 300 licences par rapport à la dernière année où on était costaud. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais. Okay. C'est bien, ça veut dire que ça revient bien, que c'est bien en partie. Alors maintenant, on verra. Ouais, dans le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a des particularités du judo en PACA qui fait qu'il est différent du judo des autres régions de France ou sur la Côte d'Azur en particulier? La PACA, c'est différent. En quoi? La PACA, c'est la PACA. Alors, je suis très attaché, contrairement aux institutions, la Ligue Sud, par exemple, en fait, n'a pas de consonance au niveau national. Par contre, quand vous annoncez que vous venez de la PACA, c'est un poids, c'est un impact compétiteur, de compétition, parce que les résultats sportifs sont assez conséquents depuis très longtemps. Hein. Pourquoi? Parce que le sport-études de Nice, du lycée Parc Impérial a fourni une quantité à l'époque de champions, le Rondel Colombo, etc. Enfin, Pietri, 74 Nice, 82 Marseille. Ouais, donc ça faisait vraiment mais Marseille, c'est arrivé après. Voilà, Marseille, c'est sous la houlette d'Hector Marino. Après, il y a eu aussi l'arrivée de Jean-Paul Coche sur Marseille, qui a mis un impact sur le sport armé, etc. Donc, mais moi, je viens de la Côte d'Azur, hein, donc je connais plus le côté historique Côte d'Azur que... Ouais. Là, j'apprends, je découvre des choses du côté Provence, parce que, voilà... Il y avait une forte concurrence avant entre la Côte d'Azur et la Provence, ouais. Je crois que c'était pareil en karaté aussi. Ouais. Même, c'est ce qui fait la force, pour moi, ce qui a fait la force de la PACA, c'est justement ce côté concurrentiel entre les profs, sans toutefois que ce soit trop accablant dans les relations. Oui, avec Claude Laurent, d'ailleurs, ils travaillaient en bonne intelligence, les profs. Voilà. Donc, en fait, on se tirait la bourre. Je dis on parce qu'à un moment donné, j'en faisais partie. On se tirait la bourre et on se respectait. Il y a toujours cette notion de respect qui était très présente. Moi, je me souviens où on partait en quart, par exemple. Alors, à l'époque, c'était que la Côte d'Azur. On faisait un quart, on faisait des tournois, le tournoi Sens, par exemple, où on prenait un bus, on mettait 50 minutes dedans. Un arbitre, c'était moi l'arbitre, hein, les responsables, il y avait Gilles Naon, il y avait tout ça, bon. Et on partait, voilà. Et on était les rares à faire ça. Ça se fait plus? Alors ça se fait toujours, mais d'autres régions nous copient maintenant. D'accord. Voilà, par exemple, Par exemple, moi, quand je suis arrivé à la commission sportive, on faisait le tournoi d'Allemagne, Mecklenburg et Brême, les garçons et les filles, donc. Et en fait, à un moment donné, on a arrêté, donc, parce qu'en fait, c'était bien, mais ça n'avait pas d'impact entre guillemets, sur le nouveau système européen. Donc après, on a décidé, quand il y a eu la création du tournoi de France cadet, de partir sur une coupe européenne. D'accord, oui. Félonica, pour ne pas la citer, où on mettait les meilleurs minimes, les podiums ni minimes, et les meilleurs cadets. D'accord. Et tout ça, et une groupe d'une 15-20 athlètes au total avec des encadrants. Ils sont partis à Félonica. Après, il y a eu un échange pendant 2-3 ans avec Tuyumen, qui était un échange russe. Donc c'est des villes jumelées ou comment ça? Pas du tout, c'était par copinage. D'accord. Vous connaissez tournoi à Tuyumen. Possibilité pour nous d'acquérir nos jeunes sportifs de haut niveau, enfin de haut niveau entre guillemets, qui ont des performances, hein, de les mettre à l'international en fait. Ouais, ça leur fait une expérience, mais par contre c'est du trajet, hein, parce que pour aller jusque là-bas, c'est du trajet, c'est pas à côté quoi. Ah ouais, c'est 8 heures d'avion, j'y suis allé une fois moi. Hein. On était allé 3-4 fois, on est allé 3 fois je crois, 3-4 fois. Moi j'ai eu la chance d'y aller en 2017, octobre 2017, c'était un mois et demi avant. Et donc ça réunit, si je comprends bien, des jeunes qui viennent de différents clubs du Var? Non, pas du Var, la région. De la région, pardon. Ouais, il y avait des Varois dedans, hein. Les meilleurs Varois, il était, Claude de Victoire a fait tout humain. Par exemple, Sacha a fait tout humain, par exemple. Donc c'est des événements à l'international qui se développent et puis je pense que c'est un phénomène qui est nouveau depuis la fin des années 90, début des années 2000. Les gens participent plus souvent à des tournois internationaux pour former les jeunes qu'à des tournois nationaux. Alors, comment dire? Ils vont plus facilement à Moscou qu'à Strasbourg, par exemple. Alors non, ils vont à Strasbourg parce qu'il y a le Tour de France Strasbourg cadet aujourd'hui. Donc le tournoi européen, Coupe européenne à Strasbourg.
puisqu'il y a le premier tournoi de France junior, s'est déroulé à Strasbourg en 87-88, hein, de mémoire. Puisque j'y étais à l'époque, j'étais pas compétiteur, j'étais dans l'organisation. Ils ont beaucoup de mal à venir à Marseille, mais ils vont facilement à Tombouctou. Ouais, c'est bizarre, non? Alors là, dans le tournoi de Marseille, j'ai téléphoné à un ou deux clubs, deux, trois clubs en fait. J'étais mécontent de ne pas les voir sur le tournoi de Marseille, et que comme on a une aide aux compétiteurs sur l'international, qu'il y a des juniors, à raison d'une fois, il y a une somme allouée là-dessus, par rapport à des profils bien identifiés, et où la Ligue participe. Donc on ne peut pas avoir cela et ne avoir personne après sur notre tournoi. Ouais, c'est pas logique. Donc on a été clair là-dessus, c'est que si vous participez, ben, vous n'aurez pas. Ok, oui. Mais c'est-à-dire favoriser aussi le régional, quoi. Ben, moi j'ai trois tournois sur le territoire. J'ai donc le tournoi de cadet, le tournoi cadet qui se déroule à Marseille. J'ai le tournoi d'Aix sur lequel la Ligue est en partenariat très étroit avec le club, parce que c'est la UC qui fait le tournoi d'Aix, c'est pas la Ligue. Nous, on participe grandement au bon fonctionnement en mettant tous les moyens que l'on peut y mettre. Et le tournoi de Marseille, ce que je souhaite revoir au plus haut niveau, comme dans les années 90. D'accord. Ouais, qui a été un petit peu délaissé depuis les années 2000. Beaucoup délaissé après les années 95-96, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Des événements de votre parcours ou des trucs importants qui sont déroulés sur la Côte d'Azur? Vous savez, moi je ne me considère pas comme un grand. Je participe à la vie du judo, c'est tout. Okay. À mon humble niveau, le judo a existé avant moi, il existera après moi, je ne fais que participer. Le jour où ils auront marre de ma tête, ils me disent, pas de soucis, je m'en vais. Voilà, je suis comme ça, de nature. Je me suis jamais accroché à mes postes, je ne m'accrocherai jamais. Par contre, quand je suis en poste, je fais tout ce que je peux. J'ai plutôt de la chance. J'ai plutôt de la chance parce qu'on a vraiment une super ligue et des super profs. Ok, très bien. Et là, c'est une chance pour moi.